Bonsoir à tous et bienvenue à l'École des Arts Joailliers. Je suis ravie de vous accueillir ce soir. Je m'appelle Marie-Laure et je suis enseignante-chercheur à l'École des Arts Joailliers, gémologue et historienne d'art. Et je suis ravie d'accueillir ce soir Laurent Massy, docteur en physique, gémologue et photomicrographe. Donc tu es passionné en fait par la photographie des inclusions. On va en voir un petit peu au cours de cette conférence. Alors ce soir, nous allons parler du saphir. Donc saphir, art et sciences, le saphir étant l'une des gemmes les plus populaires et les plus prestigieuses aujourd'hui, notamment dans le monde occidental. Une bague que vous connaissez tous, qui est probablement une des bagues de fiançailles les plus célèbres, c'est la bague qui a été offerte par le prince Charles à Lady Diana en 1981. Vous en voyez ici le gouaché, c'est un dessin de cette bague fait par la maison de joaillerie Garrard. Garrard est une maison de joaillerie anglaise fondée en 1735 et qui va devenir joaillier de la couronne britannique avec la reine Victoria en 1845. Et c'est chez Garrard que Diana est allée pour choisir sa bague de fiançailles. Et elle a choisi une bague extrêmement classique, sertie d'un saphir du Sri Lanka de 12 carats. Alors ce type de bague, en fait, est un grand classique. C'est une bague qui n'a rien de moderne, puisque depuis le XVIIIe siècle, on fait ce type de bague. Vous avez un exemple à droite du début du XIXe siècle, d'une bague qu'on peut qualifier de bague Marguerite ou Pompadour. Sertie donc d'un saphir. Donc le saphir, c'était probablement la gemme préférée de la princesse Diana. On connaît beaucoup de photos d'elle portant des bijoux de saphir, pas seulement cette bague d'ailleurs. Alors cette bague sera précieusement conservée par ses fils, Harry et William l'offrira comme bague de fiançailles à son épouse Kate en 2011. Voilà, donc grand succès à nouveau pour ce modèle de bague. Alors, nous allons donc découvrir ce qu'est cette gemme si fascinante, le saphir. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un saphir? Bien sûr, on va tout vous raconter. Nous verrons aussi l'importance de la couleur bleue, qui compte beaucoup pour le succès de cette gemme. Et puis, avec Laurent, nous partirons en voyage avec vous autour du monde à la découverte des mines de saphir. Laurent, qu'est-ce que c'est un saphir? Bonsoir Marie-Laure, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, très bonne question, qu'est-ce qu'un saphir? Un saphir, c'est la variété bleue de l'espèce minérale corindon. Qu'est-ce qu'un corindon? C'est une espèce minérale qui est composée d'aluminium, d'atomes d'aluminium et d'atomes d'oxygène. C'est un minéral qui est incolore quand il est pur. Il peut être de transparent à opaque. Il a une excellente dureté, 9, juste en dessous du diamant qui a une dureté de 10, et une très bonne et une excellente ténacité et une excellente stabilité. Il existe d'autres variétés du corindon qui, quand elles sont colorées, sont appelées rubis quand elles sont rouges, ou saphir plus le nom de la couleur, par exemple saphir vert ou saphir jaune. Le saphir bleu, donc, est un minéral qui est une variété, comme je le disais, de l'espèce minérale corindon. Quand le corindon, pour avoir la couleur bleue, il faut l'association du fer et du titane présents dans le réseau, comme on le voit ici sur la photo qui va apparaître à l'écran. Donc l'atome de fer et l'atome d'aluminium, l'atome de fer et l'atome de titane vont être en remplacement des atomes d'aluminium. Ces deux atomes doivent être proches pour que la couleur bleue du saphir puisse apparaître. Pardon ? Alors, comment tailler un saphir? Eh bien, quand on taille un saphir, on est très contraint en fait par le brut, par la spécificité du brut. Pourquoi? Parce que la couleur en fait dans les saphirs est rarement répartie de manière homogène. Donc, vous voyez à droite sur ce schéma, on voit un saphir brut typique avec cette forme en fait de barillet, puisque le saphir se forme dans le système cristallin rhomboédrique. Et donc on voit que la couleur est vraiment pas homogène, elle va suivre en fait la croissance en fait du minéral.
Et quand on le taille, donc, il faut faire attention à donner l'impression que la couleur est le plus homogène possible, surtout vue par la couronne, donc la partie supérieure de la pierre, quand le saphir est serti. Donc, on va voir très fréquemment ce qu'on appelle des zonations de couleurs. Et sur cet exemple de broche sertie de saphir du Cachemire, donc des pierres d'une qualité extraordinaire, vous voyez que sur le plus grand d'entre eux, eh bien, on voit très nettement en fait, des zonations. La couleur n'est pas homogène. Donc même sur des très très belles pierres, on peut avoir ce type de caractéristiques. On voit parfois des saphirs, et ça on le voit bien quand on est sur... Je ne sais plus comment on fait pour revenir en arrière. Quand on est sur le schéma à droite, vous voyez des saphirs qui sont taillés avec la couleur qui peut être concentrée soit dans la partie supérieure de la pierre, soit dans la partie inférieure. On appelle ça des saphirs top color ou des saphirs bottom color. Et ça correspond en fait à ces zones en fait, de concentration de la couleur. Donc c'est très important en fait, pour le lapidaire de faire attention à bien tailler sa pierre pour que la couleur paraisse le plus homogène possible. Alors concernant les formes et les styles de taille des saphirs, donc on remarquera très souvent que les saphirs fastés sont très culassés, sont assez profonds. C'est lié effectivement à l'emplacement de la couleur dans le brut. Souvent, en fait, les saphirs sont taillés dans les pays producteurs parce que ça donne évidemment une plus-value à la pierre. Donc traditionnellement, eh bien, on taille le saphir dans les pays producteurs comme le Sri Lanka. Il y a des centres de taille aussi, comme Jaipur en Inde. Et aujourd'hui, le principal centre de taille du saphir et des corindons en général, c'est Bangkok. Et donc ces pierres sont taillées. Alors la forme, c'est le plus souvent ovale ou coussin. Et le style de taille le plus récurrent, en fait, qui met le mieux en valeur la pierre, c'est ce qu'on appelle une taille mixte. C'est-à-dire que la pierre est taillée en brillant sur la partie supérieure, qu'on appelle la couronne. Donc qu'est-ce que c'est qu'une taille brillant? C'est une taille avec des losanges et des triangles qui vont faire briller en fait la pierre, et puis la culasse est taillée à degrés. Les degrés, ce sont des facettes quadrangulaires, et l'avantage des degrés, c'est que ça permet de mettre en valeur la couleur. Et donc en combinant ce brillantage et ces degrés, eh bien, on obtient les effets généralement recherchés. Et donc ce qui se passe aussi, c'est que dans les pays producteurs, en général, on va chercher à garder du poids, parce qu'effectivement les pierres se vendent au poids, et on a parfois des problèmes de symétrie qui ne sont pas forcément gênants d'ailleurs, mais très souvent ensuite quand les grandes maisons de joaillerie utilisent ces pierres, elles vont pratiquer une retaille pour obtenir une plus grande symétrie. Et comme on voit à droite, là, ce saphir est parfaitement retaillé dans un style de taille qu'on appelle la taille à la française, qui comporte assez peu de facettes. Parce que aussi la taille, c'est une histoire de goût. Et dans les pays producteurs, souvent, on taille avec beaucoup de facettes. Et ce n'est pas forcément le goût des maisons de joaillerie en France. Donc la taille, c'est un critère très important en fait, pour l'évaluation des gemmes en général et du saphir en particulier. Et il y a un style de taille qu'on pratique sur certains types de saphirs. Laurent, est-ce que tu peux nous en dire davantage? Tout à fait, Marie-Laure. Une autre façon de tailler les saphirs, quand les saphirs possèdent en leur sein un grand nombre de fines aiguilles du minéral rutile, de formule TiO2, et que ce saphir est taillé en cabochon perpendiculairement à l'axe optique, alors le saphir va montrer à sa surface une étoile. C'est un effet optique qu'on appelle l'astérisme, comme on peut le voir sur cette photo ici, où l'on voit les fines aiguilles réparties dans la structure même du saphir. Un des saphirs étoilés les plus connus au monde est le Star of India, l'étoile de l'Inde de plus de 563 carats, et on voit sur cette photo l'étoile qui est représentée là, qui apparaît avec la lumière, avec un faisceau de lumière qui va apparaître sur la pierre. Une petite anecdote, Marie-Laure, par rapport à cette pierre, c'est que ce saphir montre également une étoile dessous. Donc il y a une face, la partie supérieure avec une étoile, et la partie inférieure qui possède également une étoile. Cette merveilleuse gemme est visible au Muséum d'histoire naturelle
de New York, exactement. Donc c'est un double cabochon en fait, et on voit bien là sur le schéma comment il faut tailler ce cabochon pour faire apparaître l'étoile. Tout à fait. Alors le saphir donc, est une gemme qui est très appréciée, alors pour plein de raisons. On a vu avec Laurent que le corindon en fait, existe dans toutes les couleurs. Malgré tout, le saphir, donc, qui est bleu, et puis le rubis, qui est rouge, sont quand même les deux pierres les plus recherchées, les plus appréciées. Donc, toutes ces couleurs ont les mêmes propriétés physiques, mais la couleur bleue est particulièrement appréciée, notamment dans le monde occidental. Alors, dans le monde occidental, l'histoire de la couleur bleue est particulièrement intéressante. Elle a été racontée par un historien que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Michel Pastoureau, qui a consacré donc un ouvrage entier à l'histoire et à la symbolique de la couleur bleue. Donc le bleu aujourd'hui, 65% en fait des gens, pour 65% des gens, c'est la couleur préférée. Ce que raconte Michel Pastoureau est particulièrement intéressant parce qu'il explique qu'avant la fin du Moyen-Âge, en fait, la couleur bleue n'intéresse pas. Elle intéresse si peu qu'on n'a même pas de mot en fait, pour la nommer. Et c'est surtout à la fin du Moyen-Âge, donc à partir du XIIIe siècle, que ce bleu va devenir une couleur très prestigieuse. Alors pour différentes raisons. Dans le monde occidental, qui est chrétien, eh bien, on va attacher en fait, cette couleur à la représentation de Dieu et surtout à la représentation de la Vierge Marie, la mère du Christ, qui est donc le Fils de Dieu. Et cette couleur, donc, comme on peut le voir sur ce tableau de Stefan Lochner, donc, qui est un peintre allemand du XVe siècle. Vous voyez, la Vierge est représentée avec un manteau bleu. Alors cette couleur bleue, en fait, à l'origine, était le résultat en fait, d'un pigment qui était fait à partir du lapis lazuli, qui est une autre gemme, qui était broyée, associée avec des liants. C'était un pigment extrêmement cher, extrêmement rare, et vraiment strictement réservé aux parties les plus importantes du tableau, et donc en particulier au manteau de la Vierge. On peut voir sur ce tableau, et ce qui est très intéressant, c'est que la Vierge est couronnée. Elle est couronnée avec une magnifique couronne, voilà. Et qu'est-ce que l'on remarque sur cette couronne? Donc on voit la couronne, on voit l'auréole, donc ce cercle en fait qui entoure la tête de la Vierge. Et vous avez au-dessus une autre auréole, en fait, ce sont des nuages. Et qu'est-ce qu'on voit au-dessus? Une représentation, c'est la personnification en fait de Dieu le Père. Et sous Dieu le Père, vous avez une colombe qui représente le Saint-Esprit. Et sur les genoux de la Vierge Marie, vous avez le Christ. Donc on a une trinité en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, ce qui fait le lien entre le registre terrestre, là où se trouve la Vierge et le Christ, et le registre céleste et divin, avec Dieu le Père et la colombe du Saint-Esprit, eh bien nous avons un saphir. C'est un saphir qui fait le lien entre la terre et le ciel. La couleur bleue aussi, à partir du Moyen-Âge, ça va devenir la couleur des rois de France. Et en association donc, avec les fleurs de lys dorées, et donc une couleur extrêmement prestigieuse. Et donc sur les couronnes, on va voir que, voilà, sur cette couronne-là, donc couronne qui a été réalisée par un orfèvre flamand qui s'appelle Jan Vermeyen pour l'empereur Rodolphe II de Habsbourg pour son couronnement. Eh bien, cette couronne absolument splendide est conservée à Vienne, hein, elle fait partie des régalia des Habsbourg à Vienne. On voit un extraordinaire spinel rouge, mais qu'est-ce qui se passe? Au sommet de la couronne, nous avons un saphir. Donc la couronne, c'est déjà un objet qui fait le lien en fait, entre la terre et le ciel. Et le saphir redouble en fait cette liaison. Donc, dans les lapidaires, en fait, les traités sur les gemmes qui sont écrits au Moyen-Âge par les théologiens, par les savants, eh bien, le saphir est décrit comme la pierre du ciel, donc la pierre divine. Il n'y a que des aspects positifs en fait, dans le monde occidental autour du saphir. Donc, très important, très prestigieux, lié au divin et à la royauté. En Orient, c'est un peu différent, en particulier en Inde. Alors ici, en fait, à l'écran, nous voyons un bijou qui s'appelle donc un Navaratna.
Donc, le Navaratna, c'est un bijou serti de 9 gemmes. Nava, c'est 9, Ratna, c'est gemme en sanskrit. Le sanskrit étant la langue d'origine de l'Inde, hein, comme le latin pour nous en Europe. Et le Navaratna fait écho au Navagara qui représente en fait les 9 planètes. Donc si on revient sur la slide, on voit bien la correspondance en fait entre les gemmes, les planètes et les dieux, et certains dieux de l'hindouisme. Donc il s'agit d'un Navaratna hindouiste que l'on voit là, et la gemme la plus importante qui est au centre, c'est le rubis. C'est une gemme rouge, elle est reliée en fait au dieu Surya, qui est le dieu du soleil. Donc le soleil est au centre. Et autour, on a d'autres divinités qui correspondent aux différentes planètes et qui correspondent à d'autres gemmes. Le saphir fait aussi partie en fait du Navaratna. Il est associé au dieu Shani, qui est relié lui-même à la planète Saturne. La planète Saturne, c'est une planète ambiguë dans l'hindouisme, pas seulement d'ailleurs, parce que dans le monde occidental aussi, Saturne est une planète ambiguë, c'est la planète qui est liée à la mélancolie, et donc il y a une ambiguïté déjà chez les Occidentaux pour Saturne. En tout cas, en Inde, Saturne est une planète qui est très ambivalente et en fait, seules certaines personnes sont susceptibles de porter des pierres bleues, en particulier des saphirs. Tout dépend de leur thème astral. Et donc, c'est risqué en fait de porter un saphir, ça peut attirer beaucoup de problèmes. Et donc, en fait, les gens préfèrent ne pas porter cette gemme. Donc, le saphir bleu n'est pas particulièrement populaire en fait, notamment en Inde. Ici, nous avons des exemples de bijoux indiens sertis de saphir, c'est rarissime. Et nous sommes heureux avec Laurent de vous les montrer ce soir, parce que ce n'est pas si facile en fait, de trouver des bijoux indiens avec des saphirs. Là on a donc l'exemple d'une miniature peinte qui représente Shah Jahan. Donc, Shah Jahan est un empereur moghol, c'est probablement l'empereur moghol le plus célèbre. Les Moghols, en fait, sont un peuple originaire d'Asie centrale qui va s'installer en Inde, en fait, à partir du XVIe siècle. Et l'empire moghol, en fait, va durer 3 siècles. Jusqu'au XIXe siècle, il prendra fin avec l'arrivée des Britanniques. Et donc, les Moghols portent des bijoux, évidemment, énormément. Et de temps en temps, on voit des saphirs, mais c'est très rare. Là, Shah Jahan porte un pendentif, enfin un collier avec un pendentif avec un saphir. Il y a un saphir aussi sur son turban, son sarpèche, son ornement de turban est serti d'un saphir. Quelques saphirs sur la ceinture aussi. Et puis le pendentif moghol est centré en fait d'un saphir. Ce que je voudrais souligner là, c'est qu'effectivement on est en Inde, mais on est dans un contexte musulman, puisque les Moghols en fait partagent beaucoup de choses avec les Perses, la même langue et la même religion. Donc le bleu n'a pas la connotation négative qu'il peut avoir dans un contexte hindouiste. Nous parlons de couleurs culturelles, de couleurs symboliques, mais Laurent, qu'est-ce que c'est la couleur au niveau physique ? Alors Marie-Laure, pour bien décrire une couleur, il faut en fait utiliser 3 paramètres. La teinte, le ton et la saturation. Si on veut être précis dans la description d'une couleur. Si je te dis j'aime le rouge, cela ne définit pas quel rouge. Si je te dis j'aime le vert, c'est la même chose, tu ne sauras pas quel vert. Un vert foncé, un vert clair, un vert saturé, un vert désaturé. Donc on utilise 3 paramètres. Le premier, c'est la teinte. La teinte, c'est le nom classique qu'on utilise pour les couleurs. Le vert, le rouge, le bleu ou le jaune. Une teinte, comme on peut le voir sur cette roue des couleurs, une teinte principale peut également avoir une teinte secondaire. Par exemple, prenons l'exemple du bleu. À gauche du bleu, vous avez le bleu violacé. Donc ce bleu va contenir un petit peu de violet. Si on prend sur la droite, le bleu va contenir du vert. Donc une teinte principale et une teinte secondaire. Ça, c'est pour le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est le ton, qui est aussi appelé la valeur en français. Alors le ton, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est le degré de clarté de la couleur, qui va définir si cette couleur est plutôt claire, plutôt foncée ou tous les intermédiaires. Comme on peut le voir sur cette échelle des tons qui part de la partie la plus claire et qui va vers les couleurs les plus foncées. Pour l'instant, nous n'avons parlé que de teintes. Dans ce cas-là, nous avons la teinte bleue et nous y avons associé le ton, les tons légers et les tons intenses, les tons forts, les tons sombres et tous les intermédiaires. Le troisième paramètre
important à prendre en compte, c'est la saturation. Et la saturation, c'est quoi? Ça va être l'intensité de la couleur, sa force, son intensité, sa force et sa profondeur. Sur ces 4 saphirs que l'on voit ici à l'écran, on voit qu'il y a une progression de la saturation, sauf pour la deuxième pierre et la quatrième. Comme vous pouvez le voir, ces 2 pierres, la deuxième pierre en partant de la gauche et la dernière pierre en partant de la gauche, ont la même saturation, c'est-à-dire la même intensité de la couleur. Par contre, il y en a une qui est plus claire, la deuxième en partant de la gauche, que l'autre. L'autre est plus foncée. Donc ces 2 pierres-là ont effectivement le même degré de saturation, la même intensité, la même profondeur de couleur, mais ont des tons différents. L'une est plus claire que l'autre. La seule façon de bien définir une couleur, c'est de la définir à travers ces 3 paramètres. Et là, on peut discuter ensemble de telle couleur ou de telle couleur avec des critères relativement bien précis. Et donc, ton cerveau va pouvoir analyser ces critères et avoir une idée précise de la couleur dont je parle. Voilà, l'important effectivement étant de partager la même langue, le même langage. Et on sait à quel point, en fait, donc c'est important d'avoir cette définition scientifique parce qu'on sait à quel point c'est important en fonction des cultures, en fonction des personnes. On ne perçoit pas forcément toujours exactement en fait, la même couleur. Exactement. Alors il y a des couleurs, certaines couleurs, des subtils mélanges entre ton et saturation qui sont des appellations dites commerciales. Alors les appellations commerciales sont des appellations qui ne sont pas scientifiques, qui sont simplement descriptives des couleurs. Et dans le cas du saphir qui nous intéresse aujourd'hui, on a quelques exemples ici à l'écran. Alors c'est écrit en anglais, mais vous voyez qu'on peut avoir sur les saphirs avec des tons relativement bas, des couleurs dites pastel, mais on peut aussi avoir cornflower, peacock, ou pour les couleurs les saphirs les plus foncés, twilight et indigo. Donc ici, encore une fois, avec ces appellations commerciales, on retrouve le mélange entre la teinte, le bleu manifestement, toutes ces pierres sont bleues, et un mélange entre le ton et la saturation. Alors ces appellations commerciales, parfois, on peut les retrouver sur les rapports d'analyse, comme on le voit ici, rapports d'analyse des laboratoires donc, de gémologie, qui vont décrire la pierre avec les critères classiques de description d'une pierre, les dimensions, la couleur, l'identification, les commentaires, et peuvent rajouter effectivement parfois une ligne en écrivant la couleur liée à la couleur commerciale. Dans ce cas-ci, la couleur du saphir peut aussi être appelée Royal Blue dans le marché. C'est une façon de décrire la couleur. Et on voit la photo effectivement ici. Mais il faut quand même considérer aussi le fait que finalement aucun laboratoire ne partage les mêmes référents, contrairement au diamant. Au diamant, c'est vrai qu'il y a des échelles de gradation de couleurs qui sont globalement partagées par tous les laboratoires du monde. Pour les pierres de couleur, en fait, chaque laboratoire, chaque négociant à sa façon en fait, de décrire la couleur et de lui donner une appellation. Tout à fait. Mais les laboratoires cherchent à s'harmoniser dans les couleurs. Et on a vu le rapprochement de 2 laboratoires européens, notamment en ce qui concerne la description du bleu du Royal Blue et la description du rouge pour les rubis dits Pigeon Blood. Effectivement. L'idée, c'est d'avoir un maximum de corrélation entre les différents laboratoires pour qu'on puisse tous évoquer, quand on évoque la couleur, tous évoquer les mêmes couleurs. Un cornflower reste un cornflower. Dans tous les cas, un peacock également. Oui, mais c'est vrai qu'on peut parfois avoir des surprises en achetant une pierre avec un rapport où on va avoir une appellation commerciale de couleur et en fait qui ne correspond pas forcément à un standard. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle ce sont des appellations qui sont dites donc commerciales et qui ne sont pas basées sur des critères scientifiques précis et définis. Donc il faut faire attention et donc en fait les rapports d'analyse pour les pierres, comme celui-ci, sont très importants, mais surtout parce qu'ils indiquent si la pierre a été traitée ou pas, plus que la couleur. En fait, c'est important de voir soi-même la pierre pour savoir si elle nous plaît ou pas, en fait. Exactement. L'important, c'est toujours bien voir la pierre et au maximum essayer de l'avoir dans les mains pour l'observer sous différentes lumières. Donc voir la pierre et non pas le rapport d'analyse. Le rapport d'analyse sert, mais c'est toujours mieux de voir la pierre en vrai. Exactement. Alors concernant parmi les plus belles pierres, donc évidemment ce soir on est là pour parler des saphirs et aussi pour vous montrer parmi les plus beaux saphirs que l'on connaisse sur la planète. Et on va pouvoir parler valeur aussi, on est autorisé à le faire puisqu'il s'agit en fait de résultats de ventes aux enchères qui sont des ventes publiques, donc les prix sont publics.
Et donc nous avons choisi en fait de vous montrer ces records. Donc le record absolu, alors on regarde toujours le prix total de la pierre et on va regarder évidemment aussi le prix au carat. Et donc les saphirs les plus recherchés en fait sont généralement les saphirs du Cachemire. Et là on atteint un peu plus de 240 000 $ le carat à gauche. C'était une vente qui a eu lieu en 2015. Ensuite, on voit aussi les prix par rapport aux origines géographiques qui ont beaucoup évolué en fait, depuis ces années-là. Donc un saphir birman de 130 carats, on est à un peu plus de 7 millions de $ en prix total. Et puis le record des records pour le prix total, c'est un saphir qui s'appelle The Bluebell of Asia, qui est un saphir sri-lankais de presque 400 carats et qu'on a atteint un peu plus de 17 millions de $ en prix total pour cette pierre. On va voir, quand on va vous emmener faire le tour du monde des gisements de saphir, que en fait, le Sri Lanka a produit les plus grandes pierres que l'on connaisse, les plus grands saphirs que l'on connaisse. Avant de passer... Qu'est-ce que tu veux nous dire sur ces merveilles? J'aimerais attirer votre attention sur les prix au carat, effectivement, et toujours essayer de ramener le prix de quelque chose à une unité, dans notre cas, le carat, la masse de la pierre. Il est intéressant de noter l'écart qu'il y a, non pas uniquement au niveau des poids, on voit qu'il y a un 27 carats, un 130 carats et un presque 400 carats, mais comme je le disais, au niveau des prix par carat. Regardez le saphir du Cachemire, qui ne fait que 27 carats et qui pourtant a une valeur bien supérieure au prix au carat des deux autres. Et comme tu le disais tout à l'heure, nous allons tout à l'heure lister quelques localités, quelques belles localités où on trouve des saphirs et on vous expliquera pourquoi, une des raisons pour lesquelles les saphirs du Cachemire peuvent atteindre ces prix exorbitants. Absolument. Parlons maintenant des traitements, puisque j'évoquais les traitements dans les rapports d'analyse de laboratoire. Donc, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'aujourd'hui, 95% des corindons, et des saphirs en particulier, sont traités. Et Laurent va nous parler donc de ces différents traitements qui existent, dont certains sont très anciens. Tout à fait. Les traitements thermiques des corindons, le traitement thermique des corindons est une pratique qui est très très ancienne. On va distinguer les traitements traditionnels, comme par exemple sur la photo ici, on voit sur cette photo-ci un traitement traditionnel avec une sarbacane à air et du charbon. Donc qu'est-ce qui se passe? Le saphir est plongé dans le pot, dans le creuset, et le chauffeur, le burner en anglais, qui est juste là, va apporter de l'oxygène au milieu. Cette pratique est une pratique qui est traditionnelle et qui est extrêmement ancienne. Alors d'abord, pourquoi on cherche à traiter thermiquement les saphirs? Eh bien pour en améliorer la couleur et ou la pureté. Comme on le voit très bien sur l'image de droite, de ces deux saphirs Geouda, avant traitement sur la droite, ici, et après traitement sur la gauche. On voit que la couleur, mais également la pureté, ce qui est moins visible sur cette photo, mais la couleur et la pureté, dans ce cas-là, ont été améliorées. Et depuis quand est-ce qu'on pratique ce traitement? Le traitement à la sarbacane à air et charbon est appelé Batakubala depuis plusieurs siècles. Pardon. Oui, effectivement. Voilà. Donc c'est une pratique relativement ancienne. Mais il existe des traitements thermiques modernes et nous allons les découvrir. Il y en a 3. Nous allons les découvrir dans l'ordre croissant de difficulté d'identification. On va commencer par celui qui est en général le plus simple à identifier pour aller vers celui qui est le plus complexe à identifier. Mais avant cela, on va voir un deuxième traitement dit traditionnel, c'est celui... Alors, mais par rapport au traitement, juste avant qu'on avance un peu, oui. En fait, ce qu'on appelle traitement, il y a des traitements qui sont vraiment des pratiques lapidaires traditionnelles. Il y en a, enfin, on chauffe les pierres depuis la préhistoire, en fait. Oui. Et donc, c'est pas, enfin, c'est tout à fait normal, en fait. Exactement. Donc ici, on est sur un autre traitement traditionnel, le four à charbon, qu'on peut retrouver en Thaïlande et au Cambodge, par exemple. Vous avez la photo de gauche et la photo de droite. La photo de gauche, on voit l'incandescence du charbon dans le drum, dans le cylindre. Et là, sur la photo tout à droite, on voit la pile de briques qui permet de conserver la chaleur lorsque le four est allumé.
Et au milieu, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit des inclusions. Les inclusions, elles, également, vont être impactées par le traitement thermique. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce cas précis? Eh bien, l'ancienne inclusion minérale va fondre, elle va se refroidir, et en se refroidissant, elle va former une boule blanche, d'où le nom qu'on utilise en gémologie, la boule de neige ou la boule de coton. Et on voit bien, quand on regarde cette photo, et plus précisément ici, on voit bien que on a affaire à quelque chose qui ressemble à une boule de coton ou à une boule de neige. C'est une caractéristique typique des saphirs qui ont été traités thermiquement. Parce qu'en fait, les saphirs supportent en fait des très hautes températures. C'est un des minéraux qui supporte les plus hautes températures. Et les inclusions cristallines ne sont pas forcément de même nature et ne supportent pas en fait cette chaleur extrême. Tout à fait. Et elles ne vont pas être impactées de la même façon. Certaines inclusions vont pouvoir effectivement fondre et disparaître à certaines températures, tandis que d'autres, aux mêmes températures, resteront stables. Et c'est toute la difficulté qu'il y a justement pour mettre en évidence le traitement thermique des saphirs, aussi en fonction de la température, puisque la température de fusion du corindon est à peu près à 2050 degrés. Donc il se passe un certain nombre de choses quand on est en dessous de 500 degrés, en dessous de 1000 degrés, en dessous de 1500 et au-dessus. On va le voir dans quelques minutes avec les traitements modernes. Mais avec les traitements thermiques, en fait, dès qu'on est à haute température, c'est assez facile à voir en laboratoire. Mais aujourd'hui, on a aussi des traitements basse température qui ne sont pas toujours évidents en fait, à mettre en évidence. Tout à fait. Les traitements dits basse température sont beaucoup plus difficiles et beaucoup plus challengeants pour les gémologues, que ce soit les gémologues en laboratoire ou pas, à mettre en évidence. Mais la vie est faite de challenges et de défis, et c'en est effectivement un. Alors, les Thaïlandais sont les maîtres en fait, des traitements des corindons et donc il y a des traitements plus récents en fait, qui sont arrivés sur le marché à peu près depuis les années 90 à peu près. À peu près, effectivement. Donc là, on va parler on va voir les 3 traitements dits modernes. Le premier, c'est le traitement par remplissage de fractures et de fissures avec un verre au plomb enrichi au cobalt pour donner la couleur. On peut le voir sur l'image de gauche. On voit un saphir taillé et un saphir fasté et un cabochon, effectivement. Ce bleu, on retrouve un peu d'ailleurs ce bleu cobalt, si vous avez déjà vu des spinels par exemple au cobalt, on retrouve ce bleu extrêmement intense qu'on retrouve dans d'autres matériaux, y compris des matériaux traités comme certains spinels traités au cobalt. Et alors, comme pour l'inclusion précédente, comme pour le traitement précédent, comment mettons en évidence ce traitement? Eh bien, par les inclusions. On va regarder les inclusions, on va regarder à la loupe ou au microscope ce qui se passe à l'intérieur de la pierre. Et ces informations-là vont nous donner des informations sur ce qui s'est passé à l'extérieur de la pierre. Dans la majorité des cas, le traitement, on verra que ce n'est pas toujours vrai. En tout cas, que ce soit traité ou pas. Et dans certains cas, on va savoir même quel traitement. Le cas par exemple ici, on retrouve les caractéristiques typiques des saphirs qui ont été traités au verre, au plomb enrichi au cobalt. Le cobalt est là pour apporter la couleur. On va retrouver ici en haut là des bulles rondes. Le verre. Qui sont emprisonnées dans du verre. Le verre est emprisonné lui-même dans une cavité. Ici, donc on voit un certain nombre de bulles. On va retrouver également des bulles aplaties. Pourquoi ces bulles sont aplaties, comme celle qui est par exemple là? Ces bulles sont aplaties parce que le verre est rentré dans une fissure et pas dans une cavité. Et on va retrouver une caractéristique qui est relativement facile à voir avec une loupe et un peu d'entraînement, les concentrations de couleur du verre qui est donc bleu puisqu'il est enrichi au cobalt. Ce traitement-là, la bonne nouvelle, c'est que ce traitement thermique est relativement facile à mettre en évidence avec une loupe et avec un peu d'entraînement. On verra que ce n'est pas toujours le cas. Non, mais celui-ci, il est quand même assez facile. Il est facile. Même à l'œil nu, on peut s'en douter. Parfois. Alors ça, c'est une de tes photos. Tout à fait. Et voilà, elle est très très Exactement. belle. Et d'ailleurs, d'où l'intérêt de faire de la photomicrographie, c'est de pouvoir montrer au public, aux étudiants qui sont en cours en gémologie, les inclusions des pierres et pouvoir en tirer des conclusions, notamment sur leur nature, naturelle ou synthétique, ou leur traitement. Dans ce cas-là, le traitement avec du verre au plomb enrichi au cobalt. Ouais, ça, c'est une grande partie en fait, des études de gémologie. Exactement. L'identification des traitements, c'est vraiment très important. Tout à fait. Alors, il y a d'autres traitements aussi que celui-ci, qui est un traitement récent aussi. Plus récent, moins récent que le précédent, mais moderne. C'est le traitement par diffusion des éléments chromogènes du saphir, qui sont, comme on l'a vu dans les précédentes slides, le fer et le titane. On va aller donc diffuser le fer et le titane sur le corindon et
le corindon va apparaître bleu. On le voit très bien sur la photo de gauche. On a le saphir qui est déjà taillé, qui est incolore, et on voit le saphir après le traitement qui est bleu. Alors, avant de parler des inclusions et de la manière de le mettre en évidence, il faut bien comprendre que ce traitement est un traitement qui est surface, qui se développe juste à la surface et sous la surface. La profondeur est très très faible. Quelques microns. Quelques microns et un peu plus en fonction des températures qui ont été utilisées pour le traitement et de la durée du traitement qui peut varier de quelques heures à plus d'une centaine d'heures. Encore une fois, ce sont les inclusions qui vont nous permettre de nous donner des indications sur ce qui s'est passé, le traitement et sa nature quand c'est possible. On a ici à droite une photo classique d'un saphir qui a été traité au fer titane, qui a été traité par diffusion au fer titane. On retrouve d'ailleurs une inclusion qui est un peu similaire à la précédente, mais là nous n'avons pas de matériaux vitreux, il n'y a pas de verre, et on retrouve les concentrations de couleurs qui sont typiques des saphirs qui ont été diffusés. Alors ce sont des saphirs qu'on retrouve, c'est un traitement qui a une vingtaine d'années, mais même un peu plus vieux, mais on en voit encore sur le marché. Et surtout, ce qui est intéressant de noter avec ce traitement, c'est que les gens qui vendent les pierres qui ont été diffusées, qui vendent les saphirs diffusés au fer et au titane, font une différence des origines. Il peut y avoir du Kanchanaburi en Thaïlande, il peut y avoir du Montana aux États-Unis, il peut y avoir du Sri Lankais, du Malgache. Et donc, ils ne vendent pas simplement le saphir en étant un saphir traité fer-titane, mais ils donnent aussi les localités. Ce qui n'est pas le cas pour les saphirs qui ont été traités au verre, au plomb, enrichi au cobalt. C'est très intéressant quand on va à Bangkok et qu'on va acheter ces saphirs parce que la personne vous demande littéralement, vous voulez du Kanchana ou vous voulez du Montana par exemple. Et les prix ne sont pas les mêmes. À quelle température on monte pour ce traitement? Entre 1500 et 1600 degrés. Entre 1600 et 1800 degrés. Et ils se sont aperçus qu'en dessous de 1600 degrés, ça fonctionne, mais c'est très 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 long. Donc en général, le bon range, c'est 1600-1800. D'accord. Et le temps de chauffe, on a une idée? Entre quelques heures et quelques dizaines d'heures. D'accord. Voilà. Tout dépend de la performance du four et de la patience du burner, je dirais. Donc c'est un four électrique alors dans ce cas-là qu'on utilise? Four électrique, oui, tout à fait. Alors ça, ce traitement-là, en gémologie pratique, il est quand même assez facile à identifier aussi parce qu'il y a une grosse concentration en fait de la couleur au niveau des arêtes et au niveau du feuilletis en fait de la pierre. Tout à fait. Une fois que le saphir a été traité, il est traité comme vous le voyez, il va être traité thermiquement déjà taillé. Donc il va être recouvert d'une poudre qui est un mélange entre l'oxyde d'aluminium, de l'oxyde de fer et de l'oxyde de titane, puisqu'on va faire rentrer fer et titane. Et donc il va falloir le repolir, ce saphir. Or, on a vu tout à l'heure que ce traitement est un traitement qui reste vraiment à la surface et juste sous la surface. Donc il faut faire très attention quand on le repolit. Pire, il faut même faire très attention si le saphir se casse, puisque le cœur reste incolore. Dans ce cas-ci, le cœur reste incolore. Et du coup, lorsque le saphir va être retaillé, quand on met ce saphir en immersion dans un liquide avec un indice de réfraction supérieur à l'indice de réfraction de l'eau, donc on essaie de se rapprocher de l'indice de réfraction du corindon, on va avoir effectivement toutes les facettes les jonctions de facettes qui vont apparaître. On appelle cet effet l'effet spiderweb, puisqu'on a vraiment l'impression, sur certaines pièces, de voir une toile d'araignée. Et ce sont les fils de la toile qui sont bleus. Un autre traitement par diffusion, qui est un peu plus récent encore, mais c'est une diffusion à cœur cette fois-ci. Exactement, là on est un niveau au-dessus encore en termes de diffusion, on est sur un traitement à diffusion dite aux éléments légers et notamment avec le beryllium. Et là, le beryllium étant un petit élément léger extrêmement mobile dans la structure du corindon, on a vu tout à l'heure, aluminium et oxygène, là la diffusion va se faire à cœur. Donc on n'est plus sur la surface, mais toute la pierre va être diffusée. Alors, deux choses intéressantes sur cette slide. On voit sur la diapositive, sur la photo de droite, les saphirs traités au beryllium avant et après. Vous notez que les saphirs à gauche, donc avant le traitement, sont déjà colorés. On voit des bleus légers, on voit des violets, des pourpres exactement, et on voit des roses. Et on voit le résultat après le traitement au beryllium. Et là, on retrouve des couleurs un peu acidulées, des oranges. Très vives. Hein. Très vives, effectivement. Et pour finir sur ce traitement-là, a besoin on a besoin pour ce traitement-là d'utiliser des températures très élevées, typiquement au-delà de 1800 degrés. Donc là, on utilise des fours relativement performants. Ce traitement ne peut pas se faire dans n'importe quel type de four. Et la dernière chose, c'est que là, par contre, contrairement aux deux autres traitements, une loupe et un entraînement ne suffisent pas. Non. Il faut des instruments avancés que l'on retrouve régulièrement, que l'on retrouve typiquement dans des laboratoires
pour le mettre en évidence. Oui, c'est vrai que ce traitement-là, on peut avoir un doute avec la couleur, mais effectivement, il faut absolument faire analyser en laboratoire pour être sûr. Voilà, donc le monde des traitements, qui est un monde passionnant. Personnellement, c'est un des aspects qui m'intéresse le plus en fait dans la géologie du corindon. Mais je pense que vous avez hâte de partir en voyage autour du monde dans les gisements de saphir. Et donc, on va commencer donc avec une carte globale des gisements actuels et anciens. Donc aujourd'hui, on va trouver des gisements de saphir, principalement en fait dans la zone qui couvre l'Afrique de l'Est et l'Asie du Sud-Est et l'Australie. Et en fait, cette répartition en fait des gisements est liée à la géologie, puisque à une certaine époque, il y a plusieurs centaines de millions d'années, eh bien tous les continents étaient collés les uns aux autres. On avait un seul méga-continent qu'on appelait la Pangée, et en fait, l'Afrique de l'Est, l'Inde, le Sri Lanka, toutes ces parties en fait étaient collées les unes aux autres. Bon, il y a une exception avec les gisements de saphir aux États-Unis, bien sûr. Alors, il y a différents types de formations géologiques. La géologie des corindons est vraiment très complexe. Alors, si on va faire un focus sur certains gisements qui ont une histoire particulièrement importante et intéressante, puis on ne peut pas malheureusement parler de tout. Mais sachez qu'aujourd'hui, le premier pays producteur de saphir, c'est Madagascar, pour le bleu comme pour la couleur. La Tanzanie est un producteur important aussi. Bon, cette carte, elle a été faite en 2013, donc la situation a quand même pas mal changé depuis. Mais donc on a un nouvel acteur qui est arrivé, c'est l'Éthiopie. Sinon, l'Australie a été un très gros producteur avant l'arrivée de Madagascar, donc plutôt vers la fin du XXe siècle. Et puis, il y a tous les pays d'Asie, le Cambodge, la Thaïlande, le Vietnam, le Myanmar, le Cachemire, on va le voir, le Sri Lanka. Donc la Thaïlande produit très très peu aujourd'hui. On va voir qu'en fait il y a des pays qui ont beaucoup produit et qui produisent moins aujourd'hui. C'est le cas du Sri Lanka. Et puis il y a des choses qu'on voit sur le marché, beaucoup, d'autres moins. Les saphirs américains, on les voit pas tellement. Ils sont absorbés en fait par le marché américain. Alors on va commencer en fait notre voyage avec le Sri Lanka. Alors le Sri Lanka, c'est le lieu qui a produit le plus de saphirs historiquement parlant. En fait, c'est probablement les gisements les plus anciennement connus, les gisements du Sri Lanka. On les connaît depuis l'Antiquité. Et à gauche, vous avez un exemple de bague. C'est une bague hellénistique sertie d'un saphir du Sri Lanka, qui a été retrouvée en fait sur le site d'Aï Khanoum. Aï Khanoum est une cité grecque qui a été fondée en fait par Alexandre le Grand et ses troupes au IVe siècle. Et en fait, ce qui est très intéressant, donc cette bague, je l'ai retrouvée en fait en lisant un article d'un historien sri-lankais qui s'appelle Osmun Bopearachi, qui a beaucoup travaillé en fait sur les échanges entre le Sri Lanka et l'Occident dans l'Antiquité. Et donc on sait qu'il y avait des échanges, surtout à partir d'Alexandre le Grand. En fait, Alexandre le Grand a été en fait jusqu'en Inde du Nord, et sur son passage, donc il a fondé des cités, et c'est lui en fait qui a ouvert d'une certaine manière ce qu'on appelle la route de la soie. Et donc les premiers saphirs sri-lankais sont arrivés en Europe par cette voie, et au musée de Colombo, on conserve des monnaies, alors qui sont un peu plus tardives qu'Alexandre, qui datent de l'époque romaine. Donc à l'époque romaine, il y a une grande disponibilité de matière en fait, sur le marché des gemmes en Europe, et beaucoup de saphirs qui proviennent du Sri Lanka. Et ici, vous avez un exemple absolument extraordinaire d'un camé gravé donc, sur un saphir sri-lankais, un camé romain du 1er siècle, et qui est aussi percé. C'était une pratique assez fréquente à l'époque romaine. Donc une merveille de glyptique. C'est un clin d'œil à l'exposition que nous proposons en ce moment à l'École des Arts Joailliers à Paris, une exposition dédiée justement à l'art de graver les gemmes, qui est un art qui est un peu oublié aujourd'hui, mais qui a été extrêmement prestigieux et fastueux dans des périodes plus anciennes.
Alors autrefois, l'île du Sri Lanka, vous voyez ici une carte ancienne qui a été faite au XVIe siècle, mais qui est une reproduction en fait de la manière dont le géographe Claude Ptolémée, en 125, avait représenté en fait cette île. Et donc on connaît, les Grecs et les Romains appellent cette île, le Sri Lanka, Trapoban. Donc vous voyez, Trapobana, c'est l'inscription sur la carte. Donc Trapoban, et puis les Arabes aussi et les Perses donnaient un autre nom à cette île, ils l'appelaient Serendib ou Serendip, mot qui a donné le mot sérendipité, serendipity en anglais, qui signifie rencontre fortuite et heureuse. Donc j'imagine que c'était un bonheur de découvrir cette île dans les temps anciens. Et qui a donné son nom à une gemme rare qui s'appelle la sérendibite. Ah, mais je ne savais pas ça. Eh oui. Très intéressant, la sérendibite. Exactement. On la trouve au Sri Lanka? Au Sri Lanka et en Birmanie. Très bien. Donc on en apprend tous les jours. Donc le Sri Lanka a produit des saphirs depuis l'Antiquité. Et alors il y a des témoignages, je pense en particulier au conte de Sindbad le marin. Le 6e conte de Sindbad, donc écrit entre le 8e et le 9e siècle, un conte arabe, raconte les aventures de Sindbad au Sri Lanka avec ses hommes. Et en fait, on trouve des milliers de gemmes dans les rivières. Et à la fin de son 6e voyage, il rencontre le roi de Serendip, qui est connu pour ses magnifiques rubis et saphirs. Et puis Marco Polo aussi, qui parle de l'île de Silam, connue aussi pour ses saphirs et ses rubis. Donc le Sri Lanka, extrêmement intéressant et important pour l'histoire des saphirs. Le Sri Lanka a aussi produit les plus grands saphirs connus. Donc, tout à l'heure, Laurent a parlé du Star of India, un saphir étoilé de 563 carats. En faisant mes recherches, j'ai trouvé aussi un autre saphir dont je n'avais jamais entendu parler, qui s'appelle le nez de Pierre le Grand, qui est un très grand saphir de plus de 500 carats, qui est conservé à Dresde, aussi la voûte verte. Et pour les saphirs transparents fastés, eh bien, je pense que celui-ci, le saphir de la reine Marie de Roumanie, 478 carats, est probablement l'un des plus grands. C'est un saphir donc, qui a été acheté par Cartier dans les années 1910 et qui est vendu à la reine Marie de Roumanie en 1919. Et ça, il va appartenir en fait aux joyaux de la couronne de Roumanie jusque dans les années 1940. Et après, ils vont devoir vendre cette pierre. Et c'est Harry Winston en fait, qui va l'acheter. Et la pierre va se retrouver aux enchères chez Christie's en 2003. Elle sera vendue pour presque 1 500 000 $ à l'époque, ce qui n'est pas cher du tout en fait. Mais en 2003, les prix ont beaucoup changé. Une autre origine extrêmement importante, Laurent, c'est le Cachemire. Le fameux Cachemire, effectivement, le mot magique, la localité mythique, je dirais, par la localité, puisqu'elle est dans les montagnes, très 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 haut, et puis aussi par les très beaux saphirs que cette origine a produit. Les saphirs du Cachemire sont des saphirs qui ont des couleurs dans les plus belles qualités, qui ont des couleurs bleues très intenses, très saturées, très pures également, mais qui ont une particularité. Ces saphirs du Cachemire ont une particularité, ils ont un aspect velouté. Et cet aspect velouté qu'on retrouve aussi dans d'autres localités, mais qui, à la base, définissent les saphirs du Cachemire et qui ont aussi créé cette légende autour de ces merveilleux saphirs, est dû à des inclusions en forme de nuages qu'on voit là à l'écran et qui sont responsables de cet aspect légèrement velouté de la couleur. Les connaisseurs et les amateurs de saphirs, en général, aiment beaucoup cette pierre et on voit, si on revient sur la slide de tout à l'heure, on comprend pourquoi les prix sont complètement différents par rapport, pas forcément d'y revenir, parce qu'il faudra revenir tout en haut, mais la slide des records, effectivement. Une des raisons pour lesquelles les saphirs du Cachemire sont appréciés, c'est cet aspect très velouté, très particulier, extrêmement beau, extrêmement désirable, je dirais, en termes de couleur. Et tous les saphirs du Cachemire n'ont pas ça. Et en fait, dans ce contexte-là, les inclusions donnent de la valeur à la pierre. Parce qu'un saphir du Cachemire, avec ses inclusions et ce côté velouté
qualité vaudra plus cher qu'un saphir du Cachemire qui n'a pas en fait ces inclusions. Effectivement, les pierres sont en général recherchées pour leur absence d'inclusion, mais il y a quelques cas, très peu, et celui-ci en fait partie, où les inclusions vont augmenter la désirabilité et donc le prix de la pierre. Exactement. Alors, la rareté en fait, de ces saphirs s'explique aussi par la faible quantité en fait, de pierres qui sont arrivées sur le marché et surtout la durée d'exploitation des mines a été très courte. Exactement, 1882-1887 je crois dans mes souvenirs à vérifier, mais ça a été très 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 court en tout cas pour ce que l'on appelle la old mine, la mine ancienne, et plus tard ont été trouvées une nouvelle mine un peu en dessous de la mine ancienne où d'autres saphirs ont été trouvés. C'est un environnement géologique relativement complexe, on est très haut dans les montagnes, c'est pas forcément facilement accessible, ce qui donne aussi toute cette légende autour de ces saphirs-là. Donc c'est toute cette combinaison, la couleur, le velouté, la couleur, le velouté, l'origine et les montagnes, ça fait rêver. On parle de sleepy blue parfois pour cette couleur-là. On peut effectivement parler de sleepy blue pour cette couleur que j'apprécie d'ailleurs énormément. Moi aussi. 4500 mètres d'altitude, les mines, non? Quelque chose comme ça? Quelque chose comme ça, oui. Très haut. Donc difficile d'exploitation. Un autre endroit extrêmement merveilleux et prestigieux. La Birmanie, pays de cœur. Effectivement. Tu connais très bien la Birmanie. Très bien, non, mais en tout cas suffisamment pour le désigner comme un des pays que je préfère effectivement avec d'autres. En Birmanie aussi, on trouve des très très beaux saphirs Marie-Laure et on trouve aussi de très grosses pierres, à l'image du saphir Rockefeller qui fait plus de 60 carats qu'on voit sur la diapositive, sur la photo de droite. Alors la photo de gauche, c'est une photo que j'ai prise en 2020. Effectivement, j'ai eu l'immense privilège de pouvoir être un peu avant l'arrivée du Covid sur Mogok. Et on se trouve ici dans la mine de Bomar, qui est en fait au nord de Chapin, Chapin étant à l'ouest de Mogok. Donc Mogok, Chapin, et on est au nord de Bomar. C'est une mine qui est relativement grande, qui est suffisamment grande pour qu'on définisse le Bomar du nord et le Bomar du sud. Là, on est sur le Bomar du nord. Alors, pour faire vite, puisque le temps nous est compté, à partir dans les années 2000, le début des années 2010, pardon, des quantités de saphirs de ces mines sont arrivées sur les marchés. Et ces saphirs-là, en tout cas de ceux qui viennent précisément de cet endroit-là, sont relativement foncés, sont relativement saturés en couleur et ont des inclusions aussi, une scénographie en termes d'inclusion qui sont très très intéressantes. Voilà. Et puis Madagascar. Madagascar, l'île Rouge. Le premier pays producteur du monde en saphir, en quantité, en qualité aujourd'hui. Exactement, exactement. Un magnifique pays connu pour la beauté de ses paysages et la grande diversité de ses gemmes, effectivement. Et on y trouve également des saphirs de très grande qualité, des grosses pierres aussi, à l'image de ces deux pierres sur la photo, là, sur la droite, qui ont été trouvées au nord de la capitale, Antananarivo, oui. Et on voit d'ailleurs sur la carte ici, si je peux la mettre à l'écran, on voit qu'ici il y a une très très grande zone gémifère au nord de Antananarivo où on va retrouver des localités connues comme Dide, comme Andilamen pour les rubis, etc. Donc cette île est vraiment regorge de trésors gémologiques. Et puis il y a des gisements en fait au sud, Ilakak qui est très connu évidemment pour les saphirs de toutes les couleurs et qui a été la première localité productrice à la fin du XXe siècle, à partir de la fin du XXe siècle. C'est effectivement une mine extrêmement importante en termes de saphir. Et comme tu le disais tout à l'heure, presque en introduction, pas que du saphir bleu, du coup, mais aussi de toutes les autres couleurs. Absolument. Alors, pour finir cette présentation... Rien que pour vos yeux. Rien que pour vos yeux. Surprise. Voilà, parmi... Bon, le choix était difficile parce qu'il y a quand même beaucoup de très belles pièces de joaillerie contemporaines serties avec des saphirs. Donc, quand même, le collier Trésor astral de la collection Sous les étoiles, que j'ai eu le privilège de voir l'année dernière, donc serti de deux saphirs qui sont parfaitement appairés en couleurs, parfaitement homogènes, et qui ont deux origines géographiques d'ailleurs complètement différentes. Le Sri Lanka et le Myanmar, donc un saphir d'un peu plus de 30 carats pour l'un et un peu plus de 20 carats pour l'autre.
Et puis Laurent, cette merveille aussi de Cindy Chao avec un saphir étoilé. Absolument sublime. On voit bien l'étoile. Notre cœur bat hein, pour les saphirs étoilés. Tout à fait. Surtout qu'ils sont plus rarement utilisés que les saphirs non étoilés. Donc quand on a une pièce comme ça de joaillerie absolument magnifique avec un saphir étoilé au centre, on ne pouvait pas ne pas vous la montrer. Absolument, puis cette transparence est assez rare en plus Oui. dans les saphirs étoilés. Effectivement, on retrouve les critères classiques qu'on retrouve dans les pierres, la couleur et la pureté, mais pour les pierres avec des effets étoilés, ça s'appelle l'astérisme, on a en plus le critère de l'étoile, sa symétrie, le nombre de branches et si elle est centrée ou pas. Voilà. Merci Laurent. Merci à toi. On me dit sur le chat qu'il y a de nombreuses questions, donc on va prendre ces dernières minutes pour prendre quelques questions. Alors, il y a 2 questions récurrentes auxquelles on va répondre en priorité. Donc, quelques mots explicatifs sur le fait que le saphir abordé est bleu, mais expliquer ce qui donne les couleurs de chaque type. On peut très rapidement. On peut très rapidement. Le Padparadscha en particulier, peut-être. Alors, le Padparadscha, mais aussi par exemple le rubis, dont l'origine de la couleur est le chrome. Il peut y avoir aussi du vanadium. Les saphirs jaunes, dont l'origine de la couleur peut être le fer, ou d'autres centres dits colorés. On ne va pas forcément rentrer dans les détails techniques maintenant. Et le Padparadscha, ce fameux saphir qui n'est ni... qui est un mélange de rose et de orange, en fait. Mélange de rose et d'orange, effectivement, extrêmement recherché. Mais attention, parce que d'un labo à l'autre, on n'a pas la même définition de Padparadscha. Tout à fait. Voilà, donc, exactement. Il faut voir la pierre. On a aussi une question sur les traitements. Les traitements changent-ils la valeur d'une pierre? Oui, effectivement, une pierre, tous critères étant égaux par ailleurs, une pierre traitée thermiquement aura toujours une valeur inférieure à une pierre qui ne sera pas traitée thermiquement. Bien sûr, tous les autres critères étant égaux par ailleurs. Oui, mais en même temps, il y a plein de pierres, si elles n'étaient pas traitées, on ne pourrait pas les vendre. Exactement. Alors, ça donne quand même de la valeur aussi. Tout à fait. Pour pouvoir aussi satisfaire la demande, les pierres doivent être traitées. Et comme tu le disais tout à l'heure, en France, la loi indique les pratiques traditionnelles de lapidaire, dont le traitement thermique des saphirs. Mais en haute joaillerie, on n'utilise que des saphirs non traités. Et vu la rareté, donc, puisque je vous disais que 95% des saphirs étaient traités, vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de très, très, très rare, en fait. En tant que gémologue, on n'a pas de problème avec les traitements à partir du moment... Il faut juste l'annoncer. Toujours l'annoncer, effectivement, au client. Il y a des et en fait, les prix sont en fonction aussi des traitements. Et en fonction du type de traitement, on n'a pas du tout les mêmes prix, en fait. Exactement. Et sinon, par rapport aux pierres historiques qui seraient traitées, eh bien, écoutez, c'est très difficile de répondre parce que la plupart des saphirs historiques n'ont jamais été analysés en laboratoire. Donc, peut-être, il est tout à fait probable qu'il y ait eu un traitement thermique traditionnel à faible température, ou pas. Mais pour cela, il faut l'analyser en laboratoire. Il faut avoir accès aux être pierres, sûr. effectivement. Exactement. Et c'est pas toujours simple de travailler sur des pièces historiques qui sont pas connues de ce point de vue-là. Exactement. A priori, il n'y a pas d'autres questions. Je te laisse le mot de la fin. Eh bien, c'était un plaisir. Partagez. On se retrouve demain d'ailleurs pour la version anglophone, oui, si vous avez envie de nous voir parler anglais. Encore, avec notre fabulous French accent. Exactement. Vous serez les bienvenus. Avec grand plaisir. Merci à toi et merci à toute l'équipe également. Merci à toute l'équipe. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Bonne soirée et à bientôt.